Et André Berkoff qui reçoit Pierre Valentin, diplômé en philosophie et politique de l'université d'Exeter et puis auteur surtout, et c'est pour ça qu'on le reçoit, pour la Fondapol de 2 ouvrages sur l'idéologie woke face au wokisme et ses contradictions aussi. Voilà, le woke. Alors vous dites, c'est quoi le woke? Non, c'est pas un plat taille. On vous expliquera ce que c'est que le woke, effectivement. Pierre Valentin a écrit, justement, c'est la Fondapol qui, je le signale, fait paraître des études et des rapports tout à fait passionnants, souvent, et celui-là est un de ceux qui sont les plus passionnants, sur l'anatomie du wokisme et face au wokisme. Alors Pierre Valentin, en fait, allons toujours d'abord, il est important de définir les bons mots MOTS sur les bons mots MAUX. C'est quoi le woke ? Alors, comme vous l'avez dit, déjà, c'est pas un plat de taille. Je suis content de commencer par clarifier cette ambiguïté terrible. Et je dirais j'ai commencé par ça, il y a 2 critiques qui sont souvent formulées à l'encontre de ceux qui parlent de wokisme. La première, c'est que c'est un terme qui ne veut rien dire, un terme fourre-tout. Et le second, c'est que c'est un terme qui a été inventé par ses détracteurs, par les gens anti-woke, par la droite, etc. Premièrement, ce qui est faux. Mais je vais y arriver. Le terme woke déjà se définit assez aisément. C'est déjà en anglais la traduction woke, c'est être éveillé. Wake, exactement. Ceux qui sont éveillés, ou plus précisément ici, aux injustices raciales, sociales, et tous ceux qui prônent la justice sociale, et plus généralement, mais on pourra en parler plus tard dans l'émission, c'est ceux qui prônent un sophisme qui consiste à dire que toute disparité statistique dans la répartition des sexes et des ethnies dans différents métiers est forcément le fruit d'une discrimination et non pas de tout autre facteur. C'est racial. C'est ça, voilà, exactement. Ou sexuel dans d'autres domaines. Mais si, par exemple, chez les pompiers, vous avez 95% d'hommes, c'est forcément qu'il y a une discrimination et un sexisme systémique au sein des pompiers. Et ça marche avec tous les emplois. Donc ça, c'est ce qui caractérise notamment le woke, c'est cette perception de la réalité comme dominée par des rapports de force et de pouvoir. C'est ça. Ensuite, on pourra reparler des différents thèmes. Il y a le thème du brouillage des frontières qui est présent chez eux, ou toujours à parler d'inclusion et dire que c'est plus compliqué que ça. L'éviction de l'individu et de l'universel, qui ne sont que des fictions blanches, qui n'existent pas. Ça veut dire, attendez, justement, creusons, explicitons un peu. Vous dites que pour eux, l'individu universel, si l'universel n'existe pas, tous tes rapports de pouvoir, et surtout sexuel, racial ou genré. Enfin, c'est ça. C'est ça, absolument. C'est-à-dire que l'idée de neutralité est critiquée, et on peut remonter même jusqu'à Marx, qui ne croyait pas qui pensait que la neutralité devant la loi, en fait, privilégiait le capitaliste par rapport au prolétariat. Et donc toute neutralité est en fait plus insidieuse, disons, qu'un ethno-différentialisme raciste, disons, d'extrême droite, parce que au moins eux ils jouent carte sur table, alors que dans leur perspective ils disent ceux qui se la jouent neutre, en fait c'est un masque, tout est question de masque, c'est très nietzschéen aussi, pour dominer le plus faible. Donc Marx était pour eux presque un suprémaciste blanc inconscient, quoi. Il se cache. À l'époque il parlait pas de racisme, mais en tout cas c'est assez pertinent de percevoir le wokisme comme une sorte de marxisme racialisé. Pour revenir juste à ce que juste un mot, c'est la lutte des classes a été remplacée par la lutte des races quelque part. Oui, absolument. Après il y a aussi la lutte des sexes, il y a quand même des différences avec le marxisme, c'est-à-dire que le pouvoir dans le marxisme tombe du haut, c'est le capital qui appuie sur le prolétaire, alors que chez Foucault notamment, le pouvoir est un peu omniprésent à tous les niveaux de la société. Et ils insistent beaucoup plus sur les discours. C'est un des autres thèmes, c'est l'importance du langage. Il y avait déjà des prémices de ça dans le politiquement correct des années 80-90, où avec la maîtrise du langage, on prétend pouvoir remodeler la société tout entière, et souvent on voit des discours, ou plutôt des arguments qui sont entièrement critiqués uniquement sur la forme, en disant à travers ce discours transparaît une notion coloniale, etc. Et on ne parle pas jamais du fond, en fait. Alors Pierre Valentin, justement, je voudrais vraiment actualiser, vous commencez d'ailleurs par ça, il y a eu un document hallucinant sur l'université Evergreen aux États-Unis. Oui. Racontez-nous où des professeurs ont été exclus. Comment? Enfin, c'est une histoire hallucinante. C'est une histoire hallucinante. En fait, il faut déjà comprendre que le wokisme se considère lui-même positivement comme un virus. Et que on voit ça chez Derrida, qui résume lui-même son œuvre comme une parasitologie, une virologie. Et ensuite, c'est une métaphore qui est reprise positivement une nouvelle fois en 2016
par des féministes noires qui, elles, théorisent leurs étudiants comme des porteurs de ce virus qu'il faudrait disséminer à travers... Virus positif, bien Exactement, c'est une revendication positive. Et donc, face à toute épidémie, le thème est particulièrement d'actualité, il y a toujours des virologues rassuristes qui vont expliquer que on en fait un peu trop, ça va très bien se passer. Sauf que Evergreen est passé par là et ils ont eu un peu plus de mal à dire finalement on s'en fiche un peu. Parce que ce qui s'est passé à Evergreen, on en vient à votre question, déjà il y a un préambule, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs années où le président George Bridges concède beaucoup de terrain en interne à ses militants en croyant s'acheter la paix sociale. C'est déjà une leçon classique, à prendre. Ça. Exactement. Ouais. C'est ceux qui négocient le luxe d'être guillotinés en dernier, si on voulait dire ça. Ça, et ils pensaient concéder du terrain en s'achetant la paix sociale. On a vu que c'était pas le cas. Et au fur et à mesure que les militants sont partout, qu'ils font signer des chartes qui engagent juridiquement et qui corsettent toute l'université. Ce qui s'est passé, c'est que alors il y avait une tradition pratiquée depuis les années 70 qui s'appelait le jour d'absence, qui fait que volontairement, les personnes non blanches pouvaient choisir, si elles le voulaient, de quitter l'université. Et cet acte avait pour but de montrer leur importance au sein de l'université. Et en 2017, ils ont choisi d'inverser la chose en exigeant que les blancs quittent l'université. Et là, il y a un professeur de biologie qui s'appelle Brett Weinstein. Un peu de contexte, cet homme est progressiste, il est quasiment d'extrême gauche, il est fan de Bernie Sanders. Donc c'est pas vraiment un suprémaciste blanc ou un fasciste. Et lui a refusé, avec un certain courage, en écrivant par mail qu'il y avait une grande différence à ce que des gens quittent volontairement l'université et d'exiger qu'un groupe ethnique ne vienne pas. Et face à ça, il a été traité de fasciste et de suprémaciste blanc. Plusieurs fois, alors pas que lui, il y en a quelques autres, mais pas beaucoup ont su être courageux. C'est une autre leçon à tirer aussi. Parfois, le président George Bridges a exigé que la police universitaire n'intervienne pas en leur défense. Ils étaient presque attaqués physiquement aussi. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été... Il y a des scènes extraordinaires. Il faut voir en effet les images pour vraiment comprendre ce que c'est. On est à la radio, on ne peut pas les montrer, mais c'est vraiment quelque chose de très fort et de frappant qui marque. Il y a des élèves qui se baladent autour du président ou d'autres professeurs lorsqu'ils parlent pour décoloniser l'espace. Donc on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais qui dansent autour d'eux. Ah oui, dépolluer l'espace autour d'eux. Exactement, le mal est partout présent. Et ce qui s'est passé, c'est que, craignant pour leur vie, Brett Weinstein et sa femme Heather Heying ont fini par quitter l'université. Et dans les jours qui suivent, en juin 2017, on a des étudiants qui rôdent armés de tasers et de battes de baseball à la recherche de ce qu'ils appellent des suprémacistes blancs, dont ils donnent une définition évidemment très souple. D'accord. Face à ça, finalement, Evergreen a un peu payé les pots cassés de ce qu'ils avaient fait, parce que les admissions ont chuté, et donc ils sont obligés d'augmenter les prix, ce qui a défavorisé les plus pauvres, donc on voit le serpent qui se mord la queue. Mais en tout cas, ce qui était bien important de comprendre, c'est que je cite dans la note deux penseurs, Helen Pluckrose et James Lindsay, qui explique que ce qui s'est passé à Evergreen, c'est une application du wokisme dans un petit contexte, mais qu'à un niveau plus large, il n'y a pas de raison que les résultats soient différents. Mais ouais. Alors justement, ces résultats différents, en fait, ces résultats, ce wokisme, est-ce qu'il est très proche par rapport à la cancel culture? C'est très proche, enfin, c'est cancel culture est un peu l'application du wokisme. Absolument. C'est ça, déboulonnage des statuts, dénonciation de l'histoire, parce que c'est allé très loin, enfin, je rappelle rapidement, hein, c'était pas Blanche-Neige, la Belle au bois dormant, le prince qui vient embrasser la Belle au bois dormant, c'est du viol, puisqu'elle est en train de dormir, etc. etc. Enfin, on pourrait faire 400 000 exemples. Et c'est quoi? C'est une espèce de revendication de... je vais être peut-être très schématique. Le Ku Klux Klan l'a rêvé, Wok l'a fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, à mon sens, c'est ce que j'explique dans la conclusion de mes travaux, c'est que le wokisme est en fait une négation. C'est pas vraiment une force de proposition. Il n'y a pas vraiment de versant positif. Et d'ailleurs, on le voit dans le terme cancel culture, c'est culture de l'annulation. De l'annulation. Donc, il y a déjà, et le déboulonnage de statuts n'est qu'une pratique purement négative. On ne fait que tomber, on n'en érige pas d'autres. Et face à cela, le wokisme s'est perçu, je pense, comme une négation du nazisme, comme l'inverse. On va faire l'inverse de ce qu'a fait Hitler et les SS. Et le problème, c'est que c'est déjà ce qu'on voit dans La ferme des animaux d'Orwell. Lorsqu'on définit une révolution par la négation, on finit fatalement par revenir au point de départ. Et on voit certains cas de figure où on va mesurer quasiment le taux de mélatonine pour savoir si quelqu'un est trop blanc ou pas assez blanc. On va re-racialiser l'espace social. Et c'est d'ailleurs ce qui distingue le wokisme, je dirais, du progressisme old school, de la vieille école, c'est que
il y avait, je dirais, une quête d'égalité qui avait pour but d'abolir la pertinence de la race et du sexe, en disant c'est dommage que ce soit un facteur aujourd'hui, on aimerait que ça n'en soit plus un. Là, c'est l'inverse, parce que on réhabilite exactement. Vu que la neutralité n'existe pas, il faut juste dévoiler, démasquer la réalité sociale qui prétend être neutre, mais qui en réalité est un rapport de force homme-femme, blanc-noir. Et je rappelle que, puisque vous avez cité l'affaire des animaux, Orwell disait tout animal est égal, mais certains sont plus égaux que d'autres. Mais justement, mais c'est pas quelque part, enfin, c'est une victoire quand même du racisme quelque part. C'est-à-dire, on renverse la charge de la preuve. On dit et justement, vous parlez dans votre étude, c'était très intéressant, la tenue wokisme, et si on va en parler aussi pour la France, mais quelque chose d'étonnant, et on l'a vu, c'est qu'au fond, même si vous n'êtes pas raciste, vous êtes raciste. Il y a quelque chose là, je voudrais que vous développiez, c'est-à-dire qu'on sent que même si inconsciemment vous dites, mais attendez, moi j'ai aucun problème, ni dans mon comportement, ni dans mon attitude, ni dans mes rapports, ni dans mes lectures, ni dans mon idéologie ou mon mental. Oui, mais vous ne le savez pas, mais vous êtes raciste. Il y a un aspect en effet infalsifiable du wokisme, c'est-à-dire que lorsqu'on on porte l'accusation contre vous de fragilité blanche, par exemple, c'est un concept promu. C'est quoi fragilité blanche alors? La fragilité blanche, c'est cette idée que lorsque on va dire à un blanc qu'il est raciste, il va émettre des signaux de fragilité. Et le problème, c'est que ces signaux de fragilité, c'est un peu comme les accusations de sorcières jadis, c'est-à-dire que si la sorcière se noyait, c'est qu'elle était innocente, et si elle se noyait pas, c'est que voilà. Donc il n'y a pas de manière d'en sortir. Et ben là, c'est un peu pareil. Si elle se noyait, elle était coupable. Oui, pardon. C'est ça. Et si elle ne se noyait pas, peut-être, oui. Donc, pile je gagne, face tu perds. C'est ça. Pour le cas de la fragilité blanche, je cite notamment une militante racialiste sur Facebook qui fait un post et qui donne 16 indications de fragilité blanche. Et dans ces indications, donc si vous en cochez une, c'est qu'a priori vous en souffrez. Là aussi, un lexique de la maladie. Vous êtes inconsciemment raciste. Voilà. Et parmi ces choses-là, c'est lorsqu'on est accusé de fragilité blanche, il y a le fait de se taire, il y a le fait de réagir, d'essayer de débattre, et il y a le fait d'essayer de quitter la conversation. Donc, en fait, quand vous êtes accusé, je ne vois pas comment vous pouvez ne pas être coupable. Exactement. Et le problème, c'est que sur des esprits, je dirais, qui ont une forme de culpabilité, c'est extraordinairement efficace, parce qu'ils ne voient pas le sophisme, et ils se disent, peut-être que je suis raciste. Et c'est là un autre problème, c'est qu'en fait, tout est systémisé. Donc, si vous défendez le statu quo, c'est-à-dire que vous êtes neutre, vous êtes un spectateur neutre qui ne s'engage pas, et ben en fait vous maintenez en place un système raciste, donc vous êtes complice, voire coupable de racisme en le maintenant en place. Donc celui qui fait une introspection en se disant quand est-ce que j'aurais pu être raciste, même s'il ne trouve aucun acte raciste, eh bien il a peut-être été raciste en participant à ce système. C'est pour ça que c'est parfois défini comme le racisme systémique comme un racisme qui ne nécessite pas de raciste en particulier. Oui, c'est ça. Il est intrinsèquement raciste. Exactement. Donc, et c'est pour ça qu'Ibrahim X. Kendi, un des penseurs woke, va dire il n'y a pas de pas raciste, il n'y a que raciste face à antiraciste. Antiraciste, dans sa bouche, ça veut dire woke. Donc, vous êtes obligé de prendre parti, en fait. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas woke, vous êtes raciste. Voilà. Et vous savez, c'est extraordinaire parce que ça rappelle vraiment cette pensée marxiste et même sartrienne. Sartre qui disait si Flaubert n'a pas attaqué la Commune, eh ben il n'a pas attaqué les Versaillais, c'est qu'il était complice des Versaillais. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire que vous n'avez rien fait là-dessus, vous ne l'empêchez pas, donc vous êtes. En fait, c'est toujours cette structure-là. Mais c'est le mot bourgeois en fait qui a un peu disparu et qui a été remplacé par d'autres termes, qui est le mot de raciste en fait. Ou suprémaciste. Suprémaciste. Et donc en effet, même chez les post-marxistes des années 60, on parlait tout le temps du bourgeois, et telle personne est un bourgeois, il promue une culture bourgeoise, il cherche à maintenir le statu quo bourgeois, et c'était ça la plus grande accusation finalement. Et donc on voit, et c'est ce que fait d'ailleurs tout complotisme, parce qu'à mon sens le wokisme a des aspects complotistes, c'est de préempter le désaccord. C'est-à-dire que si il y a des gens potentiellement en désaccord avec moi, ils ne pourront pas être dans un désaccord sincère, bienveillant et étayé. C'est forcément un désaccord intéressé. C'est-à-dire que soit je suis, imaginons que ce soit un blanc qui n'est pas d'accord avec le wokisme. Il y a deux cas de figure. Soit, cas de figure le plus favorable, je suis naïf, j'ai grandi dans une culture raciste, et tel le poisson qui baigne dans l'eau, je ne suis incapable de l'apercevoir. Voilà. Donc, c'est pas de sa faute. Mais c'est pas de sa faute, mais il est temps qu'il s'éveille. Exactement, il est temps qu'il s'éveille. Maintenant qu'il est prévenu, il n'a plus d'excuses. C'est ça. Ou,
pire encore, si un blanc s'oppose au wokisme, c'est que sciemment, il défend sa position de dominant qu'il n'a pas envie de lâcher. Moi, je vois ça sur Twitter, lorsque je critique le wokisme, il y a des gens qui me tombent dessus en me disant « Oh là là, on sent qu'il a peur de perdre ses privilèges ». C'est-à-dire que l'accusation est souvent formulée comme ça. Ah ouais. Et à l'inverse, c'est là où c'est particulièrement pernicieux, c'est que le dominé, avec 12 guillemets, ce terme ne veut pas dire grand-chose, le dominé, donc que ce soit la femme, le noir, l'handicapé, l'homosexuel, etc., s'il est en désaccord avec le wokisme, et c'est là qu'on voit que l'autre avec un grand A, la figure de la minorité, ne joue qu'un rôle purement instrumental, eh bien s'il est en désaccord, soit si c'est un noir, ça veut dire qu'il aura internalisé le racisme de la classe dominante. C'est un bounty, ça on l'entend aussi. La virulence avec laquelle il s'attaque à ce qu'ils appellent... Ou l'arabe de service. Ou encore pire, le nègre de maison. Il utilise des termes et d'une violence hallucinante. Ça montre bien que en fait, la révélation, normalement, parce on peut parler de vertu chrétienne devenue folle, mais la révélation dans le schéma théologique du wokisme provient des minorités. Et donc quelqu'un qui est une minorité et qui vient s'affranchir de cette révélation, il est doublement coupable, parce que normalement c'était de lui que la révélation diversitaire devait surgir. Et donc, soit si c'est un noir, eh bien, il souffrira de racisme internalisé, soit si c'est une femme, de misogynie internalisée. C'est toujours pile je gagne, face super. Oui, c'est vraiment la double contrainte ou la triple contrainte. On va en reparler, c'est passionnant, on va reparler après les informations. Et ici, on ne vous demande pas de vous positionner sur le sujet, mais évidemment de vous exprimer et de nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. Informations, à tout de suite. Ah bah tiens, la blanquette de veau, est-ce qu'elle est woke? En tout cas, on va parler des woke avec Pierre Valentin, diplômé en philosophie et politique de l'université d'Exeter et auteur pour la Fondapol de 2 ouvrages sur l'idéologie woke face au wokisme. Et juste une petite précision, vous pouvez les trouver sur le site de la Fondapol si vous êtes intéressé. Fondapol.org, absolument. Alors Pierre Valentin, justement, on parlait de tout ça. En fait, ça a commencé véritablement, c'était bien avant, mais ça a commencé dans les années 2010 où véritablement ça a pris son envol. Et justement, cet envol, comment expliquez-vous que ce soit en Amérique et en France, il faut le dire, et de plus en plus, ce succès de cette idéologie woke? Alors déjà, pour répondre clairement, c'est pas très bon signe pour nos sociétés qu'une idéologie, je dirais, aussi contradictoire et néfaste, et dire clairement branlante par plein d'aspects, et récupérer un tel succès chez les jeunes, en fait. Et la question est posée, qu'est-ce qu'on a de mieux à leur proposer? Dans la mesure où c'est une idéologie purement critique, on ne peut pas se contenter de critiquer les idéologies critiques, d'annuler la cancel culture. On va en parler, mais alors il va falloir affirmer. Alors, les raisons du succès... Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que ça a plus de succès dans les pays qu'on pourrait qualifier de post-protestants que dans les pays post-catholiques. C'est-à-dire que ça a beaucoup plus de succès quand même, qu'on se le dise, en Amérique et au Royaume-Uni. Parce que je pense que chez les protestants, il y a un rapport au péché qui est beaucoup plus prononcé que chez nous, et que lorsque le protestantisme n'est plus que culturel, et ben on enlève la croyance au Christ qui est rédemption des péchés, qui sauve le pécheur, et donc on n'a plus que le racisme systémique et le privilège blanc en quelque sorte. Par rapport au succès plus généralement, je pense que ça a fonctionné sur une certaine culpabilisation de l'homme blanc occidental qui ne croit plus vraiment en ce qu'il fait et en ce qu'il affirme, et donc une idéologie qui vient lui expliquer pourquoi il est mauvais de 20 000 manières différentes nouvelles est forcément susceptible de s'enfoncer comme un couteau chaud dans du beurre. Et c'est vrai que ça joue. Alors quand vous expliquez, vous parlez de protestantisme et catholicisme, comment vous expliquez que ça prend? Ça n'a peut-être pas le même succès, mais enfin, on voit dans les universités, on voit dans les mouvements, on voit même à la télévision et ailleurs, et même dans la publicité. Regardez, quand on fait moi j'étais très frappé par la campagne de publicité pour arrêter le harcèlement et l'agression des femmes. C'est toujours un Pierre ou un Marc qui est l'agresseur, jamais autre chose. Bon, pourquoi pas? Mais enfin, quand même, comment vous expliquez le succès en France, pays catholique et latin? Alors, ce que, par exemple, l'essayiste québécois Mathieu Bock-Côté ne se lasse pas de répéter, et je pense qu'il a raison, c'est qu'on résiste quand même mieux. Maintenant, c'est vrai que culturellement, ça date pas d'hier. On résiste mieux qu'aux États-Unis. Oui. Ce qui est pas difficile et c'est pas une gloire en soi. Ce qui est vrai, c'est que culturellement, on est quand même à la remorque des États-Unis depuis de nombreuses décennies, et que tout ce qui arrive chez eux, globalement, a tendance à ensuite arriver chez nous. Et d'ailleurs, cet écart entre, je dirais, la première manifestation d'une nouvelle théorie woke en Amérique puis en France, c'est réduit. C'est-à-dire qu'avant, on avait de nombreuses années, maintenant on en a une, peut-être 2, voire 6 mois dans certains cas. Donc on se rapproche de plus en plus. 6 mois d'avance, oui. 6 mois, c'est ça. Ou de retard, ça dépend comment vous l'interprétez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en France, par exemple, on a une spécificité qui est due à notre langue, qui est l'écriture inclusive.
Et ça, ils l'ont moins. Il y a d'autres modifications orthographiques. Oui, dans la mesure où forcément leur langue est pas pareille, ils n'ont pas le féminin pareil. Ah oui, on a été très fort avec les. On a été très fort, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est sur l'aspect, je dirais, exponentiel de la progression du wokisme, c'est que par exemple l'écriture inclusive, c'est un concept qui, je dirais en termes de popularité, date que réellement de 2013-2014. Et qu'aujourd'hui, on a quand même déjà, selon le sondage IFOP que je cite au début du second volume de cette note, 13% des Français qui adhèrent à l'utilisation de l'écriture inclusive. Donc, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, et ce qui en très peu de temps est énorme. Et surtout, ce qui est plus important, c'est que quand les gens me disent parfois on en fait beaucoup pour 13%, on en fait beaucoup pour quelques pourcentages. Dans nos démocraties libérales, en fait, il y a une prime au noyautage culturel. C'est ce que s'expliquait déjà Gramsci. Eux sont les descendants de gens qui ont lu Gramsci pour eux. Bien sûr. Et il suffit ça s'appelle les minorités agissantes qui prennent le pouvoir. Hein. Au nom d'autres minorités, c'est là tout le paradoxe. Et qui du coup, il suffit que, par exemple, vos CM, vos community managers sur les réseaux sociaux adhèrent à cette idéologie pour qu'ensuite le message donné par l'entreprise aille dans ce sens-là. Il suffit que... Mais c'est déjà dans certaines universités qui pratiquent. Absolument. Je connais des gens de ma génération qui ont reçu, tout un paradoxe, des lettres de refus d'universités comme la Sorbonne, par exemple, rédigées intégralement en écriture inclusive. Par exemple, LinkedIn. Donc, je prends LinkedIn volontairement parce que c'est tout ce qu'il y a de plus, je dirais, centriste, business, fréquentable, sérieux, rigoureux. Tout le monde met son CV, etc. LinkedIn propose, pour l'instant c'est facultatif, de mettre ses pronoms dans sa description. Donc mettre ses pronoms, c'est un acte qui vise à afficher sa solidarité avec les transgenres. C'était un délire il y a à peu près une poignée d'années. Je vous aurais dit il y a quelques années, ce sera sur LinkedIn, les gens mettront leurs pronoms, c'était un truc de fou. Sur Twitter, la personne qui est en charge du MI6 anglais, donc des services secrets. Des services secrets, oui. Donc c'est même rigoureux, sérieux, tout ce qu'on veut. Lui, il met ses pronoms dans sa bio Twitter. La CIA... Quand vous dites les pronoms... Les pronoms, pardon, c'est... en gros, pour ceux qui si je suis un homme qui est devenu femme, je vais indiquer aux gens, appelez-moi elle, ne m'appelez pas il. Et donc j'indique aux gens la manière. J'indique aux gens la manière où le féminin ou le masculin. Exactement. C'est moi qui leur dis. Et parfois c'est plus compliqué que ça parce qu'avec les non binaires c'est IL, donc IEL. Et du coup on en rigole, mais sur Twitter c'est déjà arrivé que des comptes soient suspendus parce que ils aient pratiquer le mégenrage, c'est-à-dire qu'ils aient appelé quelqu'un par le mauvais pronom et pratiquer ce qu'on appelle le dead naming, c'est-à-dire faire référence à quelqu'un avec son pronom d'avant sa transition. Et donc c'est un péché capital. Voilà, ce qui est de l'ordre du délire en fait. Le délire d'aujourd'hui est la norme de demain, mise en place par les GAFAM, parce qu'on parle de Twitter, ça existe aussi avec Facebook, ça existe aussi avec Google, avec Amazon, à différents niveaux pour différents sujets. Mais donc on a tort de purement traiter ça par le rire, ce qui est une bonne arme, on pourra en parler également, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faut quand même se dire que d'avant-garde à rétrograde, il n'y a qu'un pas, tout le temps ça avance. Mais Pierre Valentin, ce qui est hallucinant dans cette histoire, c'est quand même la vitesse avec laquelle ça s'est répandu. Quand vous donnez les réseaux sociaux, les GAFAM compagnie qui pratiquent, même si, ça ne devrait même pas, je sais pas, peut-être je suis réac, mais ça ne devrait même pas exister, ça. C'est hallucinant. C'est-à-dire que maintenant, je vais d'abord mettre non pas mon humanité, mais mon genre, mon cisgenre, mon transgenre en premier plan. Le reste passe à côté, quoi. C'est ça. Alors, nous ne sommes que la somme de nos identités conflictuelles et différentes. C'est-à-dire que je vais me classer sur la race, le genre. Et c'est la vieille injonction 68ard radicalisée, d'où parles-tu camarade, qui avant se faisait au niveau de la classe et qui ici se fait au niveau de la race, du sexe. C'est ça. Et alors, justement, et on en parlait, au fond, le combat est perdu d'avance ou il y a des choses à faire pour vous ? Alors il y a deux choses. Déjà, ce qui est absolument certain, c'est comme tout totalitarisme, parce qu'à mon sens, c'est une idéologie qui a un potentiel totalitaire, ou en tout cas une tentation totalitaire en son sein. Le wokisme est voué à s'autodétruire. Alors quand je dis ça, les gens parfois m'accusent d'être optimiste. Je vous rassure, ce n'est pas le cas. Le communisme, en fait, a mis un certain nombre de décennies à s'écrouler et a fini par s'écrouler. Mais on peut quand même écrire
que fatalement c'était voué à s'écrouler parce que pour plusieurs raisons le totalitarisme se coupe de la réalité, donc et progressivement. Puis l'économie et puis tout le reste. Exactement. Mais en même temps, il faut aussi des Solzhenitsyn, il faut aussi des archipels du Goulag, parce que il faut appuyer sur les contradictions internes du wokisme qui sont encore plus nombreuses que celles dans le communisme pour accélérer cette chute. Et donc de ce point de vue-là, en tout cas ce qui est certain, c'est que dans les prochaines années, ça va s'empirer. Je parle notamment de l'éducation de ces jeunes-là, qui ne pousse pas à la débrouillardise, qui souffre de ce que j'ai appelé une protectionnite. On va en donc parler. Une surprotection. L'assistanat. L'assistanat, et qui, même si aujourd'hui, du jour au lendemain, on arrivait à changer la manière dont on éduquait, en tout cas les classes aisées des pays occidentaux, on aurait encore 20 ans, le temps que ces gens-là grandissent et arrivent dans la société. Là, on en a encore pour au moins de nombreuses années de ces jeunes qui prennent de plus en plus de place parce que le clivage au sein de la gauche est générationnel, ce qui est très mauvais signe. C'est-à-dire que les jeunes sont woke et les plus vieux sont non woke. Vous ne trouverez d'ailleurs jamais ni de prolétariat woke et ni de personnes de 60 ans woke. Ça, c'est très clair. Ça, c'est le sondage IFOP est vraiment rédhibitoire là-dessus. Et donc, dans la mesure où c'est un clivage générationnel et un clivage sociologique en faveur des classes aisées, toute idéologie portée par des jeunes riches, pour faire court, est une idéologie vouée à gagner en popularité dans les prochaines années. Dans la mesure où ils sortent en Amérique, par exemple, de Harvard, Yale et Princeton, ils peuvent rentrer dans Coca-Cola, Apple, les mains en haut du guidon en sifflotant. Voilà. Et continuer à orienter. On en reparle, Augustin, tout de suite avec les auditeurs de Sud Radio. Les auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. Alors au début, le woke, on en rigolait, mais vous le voyez, Pierre-Valentin le précise, ça prend, l'idéologie que woke prend et va jusque dans les institutions. Est-ce que vous vous en inquiétez? Vous nous appelez tout de suite après la pub, à tout de suite. Et Pierre-Valentin qui nous fait la gentillesse de rester avec nous, donc vraiment appelez-nous au 0826 300 300. Et on a déjà des appels, notamment de Mulhouse avec Pascal. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Pascal. Bonjour Monsieur Berkov, ça fait longtemps, vous nous avez manqué. Merci, ça y est, ça y est. On s'est retrouvés maintenant. C'est essentiel que vous êtes là, qu'on puisse enfin parler. Non, je me permets de vous appeler au sujet du mouvement Woke, qui après un peu de la pandémie, si vous me permettez. Au sujet du mouvement woke, il est aussi peut-être il faut peut-être aussi avoir le courage de dire qui c'est qui est derrière tout ce mouvement. Derrière, par exemple, le mouvement Antifa, Black Lives Matter, nous savons très bien que c'est George Soros qui est derrière tout ça. Et tous ces mouvements d'extrême gauche, où il y a aussi la fondation Rockefeller qui est derrière tout ça, et qui donne des millions et des millions de dollars tous les ans aux universités américaines avec l'argent des impôts des Américains. Et c'est la même chose en France, avec vous regardez juste l'affaire Traoré. Qui c'est qui est derrière tout ça, l'affaire Traoré? Qui c'est qui la sponsorise, cette vraie petite fille? C'est toujours le même, c'est George Soros, c'est la fondation Rothschild. Si on fait vraiment des recherches, on peut voir plein de choses. Il y a beaucoup de choses en commun en tout ce que nous subissons aujourd'hui. Et il faut peut-être avoir le courage aussi de dire qui est derrière tout ça. Ensuite, au sujet de la pandémie, M. Berkov, quel lien, d'après vous, il y a entre la grippe espagnole et le Covid-19? Mais dites-moi. C'est les mêmes personnes qui s'occupent de la gestion, c'est le nom Gates qui apparaît. En 1919, c'était le docteur Frederick Lemons Gates qui s'occupait de la pandémie de la grippe espagnole. Et aujourd'hui, en 2021, c'est monsieur Bill Gates. C'est incroyable toute cette... Est-ce que c'est la même famille? Attention, vous êtes... Oui. Je n'ai pas suivi ça, enfin j'ai pas creusé là. Il faut faire attention. Sur Wikipédia, c'est bizarre, vous ne pouvez pas trouver les liens. Mais le nom est quand même bizarre. Et ce qui est le plus marrant, c'est que le papa... Juste un mot, le nom Gates est très répandu aux États-unis. Je vous dis ça en passant. Le papa de Bill Gates était un très très grand avocat et un avocat très très puissant aux États-Unis, multimillionnaire. Vous savez qui c'est qu'il avait comme client? Allez, vous allez me le dire. Oui, Anthony Fauci, Rockefeller, David et George Soros. Incroyable. On en apprend des choses, comme quoi il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de noms qui viennent toujours à chaque fois, aussi bien dans le mouvement woke que dans cette pseudo-pandémie. C'est toujours le même nom. Si vous faites le lien, il y a toujours le même nom qui apparaît. Et les mêmes noms qui apparaissent. Les mêmes noms, oui, les mêmes noms. Parce que, justement, il faut... En tout cas, je vais vous dire, moi, je dis simplement, dans ces cas-là, il faut faire très attention aux amalgames, vous savez, et à des rapprochements peut-être un peu faciles. Mais qu'il y ait effectivement des gens qui sont pour cette idéologie woke, par exemple, pour ne parler que d'elle. Et justement, c'est une question, c'est intéressant, ce que vous dites, Pascal. Je voudrais interroger Pierre-Valentin. En fait, il y a sans tomber dans aucun complotisme autre, est-ce qu'il y a des groupements économiques? Parce que, incontestablement, il y a deux choses qui me frappent pour répondre Pierre-Valentin. Primo, est-ce qu'il y a des gens qui
encourage pour des raisons X et Y cette idéologie, parce que pour que ça se répande, il faut aussi des moyens, c'est clair. Et deuxièmement, est-ce que c'est normal que la publicité, effectivement, on voit très bien que beaucoup de publicités aujourd'hui jouent dans l'idéologie woke, c'est-à-dire s'y soumettent, ou en tout cas avec beaucoup de volonté, ils se disent « Ah, c'est génial, il y a un nouveau marketing de minorité, on va l'utiliser ». Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a des gens derrière, comme prétend Pascal, ou comment ça fonctionne ? Alors déjà, je vais peut-être devoir décevoir Pascal, je n'ai pas de nom. En fait, ce qu'il faut noter, je le disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas, à partir du moment où il n'y a pas de prolétariat woke et que toute cette idéologie est portée uniquement par les classes aisées, il y a généralement peu de problèmes de financement. C'est-à-dire qu'on s'adresse à une classe sociale qui a les moyens de faire beaucoup de choses. Plus généralement, dans la mesure où c'est des étudiants qui sortaient, comme je disais tout à l'heure, de Harvard, Yale et Princeton, c'est pas difficile d'arriver dans les grandes multinationales, d'ouvrir des départements de ressources humaines dédiés à la diversité, l'équité et l'inclusion, le fameux triptyque DIE, ou 2i, ça dépend comment on l'écrit, qui ensuite va proposer des séminaires de rééducation, si on voulait être un tout petit peu cynique, pour déblanchir la perception du réel qu'ont leurs employés. Il y a eu beaucoup de témoignages. Déblanchir nos mentalités, quoi. Exactement. Et on a vu notamment dans certaines, parce que c'est très répandu ça, en Amérique, c'est en train de devenir progressivement la nouvelle norme, à Coca-Cola, chez Apple, dans notamment Lockheed Martin, qui est le plus grand contracteur américain de vente d'armes, etc. À l'intérieur, on a des séances où on demande aux gens à quoi leur fait penser le mot blanc. Systématiquement. Coca-Cola, tout ça. Alors, pas forcément dans toutes. Moi, je donne un exemple que je creuse en profondeur dans la note. J'en cite d'autres, mais il y en a un que je creuse notamment, où il leur propose donc de citer tout ce qui leur passe par la tête. C'est un exercice de libre association, comme on dit, avec le mot blanc. Et les organisateurs, eux, proposent certains mots qui leur viennent par la tête, et les mots qui leur viennent par la tête, c'est KKK, Trump, Arien, race blanche, etc. Lorsqu'on leur dit le mot blanc, donc on voit qu'ils essayent de montrer ce qu'il faudrait penser lorsqu'on pense au mot blanc. Associations. Exactement. Et ensuite, ils leur font internaliser, pour utiliser ce barbarisme anglais, internaliser ce qu'ils appellent des white privilege statements, des heterosexual privilege statements. Donc, si vous êtes donc mâle, blanc, hétérosexuel et de plus de 50 ans, comme on dit en France, et vous êtes la victime désignée. Voilà, ils vous font la cible désignée. Ils vous font affirmer haut et fort tous les privilèges dont vous possédez. D'accord. Et vous les répétez un par un à la fin de la séance. Vous les internalisez. En séance publique. Oui, généralement, c'est public. Oui. D'accord. Donc, on voit ça, en tout cas, dans les grandes multinationales américaines. Et d'où pour vous, alors c'est la corrélation avec la publicité, les campagnes publicitaires, y compris en France, où on voit. Ouais. En fait, généralement, la dimension marketing se résume rarement à la dimension marketing. C'est-à-dire que la dimension marketing trahit le fait qu'en interne, il y a ces pratiques-là. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on sait depuis la publication de Propaganda par Edward Bernays dans les années 1920, il me semble, que la publicité dans le monde occidental à la fois anticipe et fait advenir les changements de mœurs dans nos sociétés. Et on voit en effet, pour la première fois, moi en France, dans le métro, j'ai vu des publicités en écriture inclusive. J'en ai vu une au cinéma l'autre jour. J'avais jamais vu ça avant. Donc on note que c'était à peu près en juin et que ces choses-là commencent à avoir lieu et que peut-être que dans quelques années, vous me réinviterez et le débat ce sera pourquoi est-ce que tout le monde n'écrit pas en écriture inclusive, l'écriture inclusive, virgule, le dernier combat de Déréac. Peut-être qu'on sera à parler de ça, parce que dans la mesure où si 13% des Français en très très peu d'années adhèrent à l'écriture inclusive, si on poursuit la courbe, on verra ce que ça donne. On pourra aussi la renverser, on verra. Sinon, on sera les derniers des Mohicans. Je ne suis pas fataliste, l'avenir n'est pas écrit d'avance. Exactement. Eh ben, Augustin, vous avez vu, Pierre Valentin apporte de longues réponses, et quand vous nous appelez au 0826 300 300, c'est détaillé, c'est concret, et vous continuez à nous appeler, et on se retrouve après un court instant. À tout de suite. Et les auditeurs de Sud Radio parlent à Pierre Valentin qui vous répond, et nous sommes avec Patrick qui nous appelle des Yvelines au 0826 300 300. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Patrick. Oui, bonjour à vous deux, bonjour à Monsieur Valentin, bonjour à vous Monsieur Bercom. Bonjour. Je vous appelle, alors effectivement, mon sujet c'était pas celui-là préféré, mais le wokisme, je voulais juste faire une petite aparté. C'est un mouvement déjà qui est né, c'est un mouvement qui pour moi s'est amplifié de façon au milieu des intellectuels, des gens aisés.
Si vous prenez par exemple Saul Alinsky, qui était un marxiste, qui était un marxiste américain et qui a dit les réactionnaires, si vous voulez le pouvoir, ne seront pas en jean troué avec des baskets, mais ils passeront un peu comme des loups déguisés en agneaux, ils seront en costume, ils se raseront et toucheront toutes les hautes sphères du pouvoir, puisqu'il s'agit d'intellectuels. Donc là, ça touche des classes aisées, c'est évident. C'est ce qu'a dit Pierre Valentin, oui. C'est aisé intellectuellement. Ça a pris naissance beaucoup aux États-Unis avec les community organizers, dont Barack Obama est un émule. Donc, à partir du moment où Barack Obama a infiltré, est arrivé au poste suprême, il a pu mettre en place toute une stratégie de fond marxiste, de haine envers l'Amérique et ses valeurs judéo-chrétiennes, qui ont été représentées notamment par les Blancs, les Watts, ce qu'on appelle. Donc, vous voyez, c'est une guerre contre la croix, les valeurs chrétiennes. Et BLM, par exemple, ou Antifa, ne sont pas des mouvements contre le racisme, absolument pas. BLM voulait dire que Black Lives Matter, c'est ça. Tout à fait, bien sûr. BLM, voilà, c'est les mouvements politiques réactionnaires rebelles qui veulent mettre le système par terre, tout simplement. Voilà, c'est de l'ordre du chaos, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. D'accord, merci. Juste un mot, Pierre Valentin. Et effectivement, il y a une solution, il y a une corrélation entre les mouvements dits marxistes, progressistes, etc., Barack Obama étant plutôt modéré, mais enfin, disons, appartenant à ces mouvements, c'est plutôt Bernie Sanders, et la woke, et effectivement, cette espèce de haine du white anglo-saxon protestant. Il y a une corrélation, il y a une suite, il y a une cohérence. La question, en fait, de la continuité au sein du marxisme est toujours très paradoxale, parce que le marxisme a repris et renversé la dialectique hegelienne qui avance par la négation, en fait. Donc, il est toujours... lorsqu'on vient contredire l'histoire en marche, on la fait aussi avancer. Donc toute continuité sera toujours très paradoxale. Donc cette question est délicate. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la ferme des animaux de Orwell. Lorsqu'on définit sa révolution par la négation, donc on va faire l'inverse du nazisme, tout sauf le nazisme, on finit par revenir au point de départ de manière assez paradoxale. On fait du néo-nazisme ou du crypto. Il y a en tout cas, enfin je dis pas que le wokisme est un nazisme, évidemment, il y a beaucoup plus de points communs avec le communisme, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. C'est ça. C'est pour ça qu'on peut parler quand même d'une certaine cohérence. Oui, il y a une certaine cohérence avec le marxisme, où on garde le binaire dominant-dominé et on le remplace par d'autres choses. C'est ça. Et il y a aussi cette idée toujours de lutte. Tout est une lutte. Pour faire avancer, il faut lutter. Tout est un bras de fer. Et c'est là où on pourrait, si on le voulait, en quelque sorte renverser le ad hominem contre eux. Si on explique que la rationalité n'existe pas vraiment, est une construction blanche, une fiction pour asseoir sa domination. Si on explique que la neutralité n'existe pas, si on explique qu'il n'y a que des rapports de force, eh bien on va dans le même trait légitimer en fait le fait d'avancer par la force et par la persuasion non rationnelle. C'est la violence qui fait avancer l'histoire, c'est Georges Sorel et compagnie. Enfin, exactement. Et nous avons d'autres appels au 0826 300 300. Nous partons à Clermont-Lérault avec Manuel. Bonjour Manuel. Oui, bonjour Manuel. Oui, bonjour Monsieur Bercoff. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Heureux de vous retrouver, Monsieur Bercoff. Eh bien, moi aussi, Emmanuel. Heureux de vous retrouver. Pour moi, vous restez un résistant et je sais de quoi je parle. Je suis souvent intervenu chez vous. Absolument. Mon père était un résistant au fascisme au Portugal et est emprisonné, condamné à mort. Et bref. Et ce que je voudrais dire, malheureusement, c'est à propos des libertés, de tout ce qui se passe, et des trois mots qui fondaient cette grande nation, qui est la France. Aujourd'hui, les gens, ils en ont que dans la foutre. Aujourd'hui, on est devant une population complètement apeurée. Et je dis ça, c'est que j'ai passé une semaine à la campagne, et vous voyez, même à la campagne, les gens portent le masque à l'extérieur. Ah oui, même en plein air, etc., ils portent le masque. Oui. Vous voyez, M. Bercoff, j'ai vu des amis d'enfance, puisque j'ai grandi dans ce petit village, qui n'osent plus vous approcher, vous voyez, ou vous serrez la main. Quoi. Ah, carrément. Carrément, M. Bercoff, et j'exagère pas, vous voyez. On vous dit, mais t'as pas peur parce que je portais pas le masque, vous voyez, parce que moi je crois pas à tout ce qu'on nous raconte. Vous voyez,
Non mais vous savez, sinon, mais Emmanuel, c'est ce que vous dites est d'autant plus frappant dans tous les sens du terme que la plupart des médecins, la plupart des spécialistes s'accordent à dire que le masque en plein air et à l'extérieur n'a pas grand sens. C'est le moins que l'on puisse dire. Et vous dites que vous avez vu, et moi aussi d'ailleurs, soyons clairs, des gens effectivement en plein air, à l'extérieur, portant le masque. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je vous dis que malheureusement, ce que les gens n'ont pas compris, et vous en faites, vous faites partie de cette minorité, moi et quelques-uns, mais on est minoritaire. Hein. Les gens n'ont pas compris que les représentants qui sont au pouvoir du gouvernement mondial, toute cette franc-maçonnerie et tout ça, ils nous ont déclaré une guerre. D'ailleurs, Macron me l'a dit. C'est une guerre. Et c'est une guerre envers les peuples. Tout ça, ces représentants du gouvernement mondial, ce qu'ils veulent, c'est anéantir les nations, ni plus ni moins. Moi, je suis allé dans les manifestations à Montpellier, et je vais vous dire pourquoi la guerre, on l'a perdue d'avance. Oui. Parce que moi, quand je vois dans les manifestations des couples avec des poussettes et des enfants en bas âge, on ne gagne pas une guerre comme ça, malheureusement, M. Berkov. Il faut aller au-devant. Il faut enfoncer les premières lignes maintenant. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que on veut aller vers une dictature où c'est qu'on sera des esclaves, où on sera esclaves de l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'on veut revenir à plus d'humanité, à des rapports plus humains, à une fraternité, à une égalité, à une liberté? Il faut choisir, et il faut choisir rapidement. Il faut choisir son camp. Ouais. Il ne faut pas attendre 2022, parce qu'une fois de plus, on va se faire berner. Parce que même les partis d'opposition aujourd'hui sont dans la combine. Moi, j'étais encarté dans un parti politique, j'ai rendu ma carte, c'est terminé. Pour moi, ils sont tous dans le même coup. Ouais. Et les gens, ils ne pourront se sauver qu'en étant unis, en étant nombreux et en enfonçant dans les manifestations maintenant les premières lignes. C'est clair et net. Aujourd'hui, c'est une guerre qu'on nous livre. Écoutez, il faut savoir ce que les gens veulent. Ouais, eh bien, écoutez, vous avez dit ce que vous aviez à dire, vous avez dit quelque chose de très précis par rapport aux premières lignes. Eh bien, on va voir, vous savez, on suit, et maintenant, on est là, et tous les jours, on va suivre, en tout cas, les lignes de front, ça, je peux vous le dire. Merci, Emmanuel, de nous avoir appelés. Nous sommes tout de suite avec Jacques qui nous appelle de Marseille. Bonjour, Jacques. Oui, bonjour, Jacques. Bonjour Monsieur Berkov, merci de m'accueillir sur Sud Radio. Très heureux de vous retrouver, vraiment très heureux. Retrouver votre parole vraie et l'espace de liberté que vous nous préservez. Merci. Et alors, on continuera. Je l'espère. J'ai jamais vu un vaccin aussi aléatoire être présenté comme une panacée. C'est un excellent vaccin pour faire du fric. Alors, Socrate ne savait pas. Aristote prêchait le doute et le sinistre Véran, ministre de la Santé, lui, il sait. Il sait. Et il se permet de critiquer le professeur Raoult, mais moi j'ai cherché dans le nom des sommités médicales et j'ai pas trouvé le nom de Véran. Ah bon? Donc, Monsieur Véran, à côté du sans doute une erreur de mise à jour des livres. Oui, parce qu'il mériterait d'être dans des encyclopédies. Mais bon. Donc je pense qu'à côté du professeur Raoult, c'est un élève de CM2 et un élève qui est près du poil, qui n'est pas devant le tableau. Voilà. Vous êtes sévère, là, mon cher Jacques. Oui, mais il faut l'être. Avec lui, il faut l'être. Et dites-moi. Je vous demande 30 secondes pour récapituler la communication vaccinale. Dans un premier temps, on a dit ça préserve du Covid. Après, on a vu qu'il y a des gens qui attrapaient le Covid. On a dit oui, mais ça évite d'être hospitalisé. On a vu qu'il y avait des gens hospitalisés. On a dit mais oui, ça préserve des formes graves. Et on a vu qu'il y avait des formes graves. Ce que vous savez, 59% des Israéliens hospitalisés en soins critiques, je dis bien en soins critiques, ont été doublement vaccinés. Donc voilà où on en est de leur vaccin. Voilà. Écoutez, Jacques, ça c'est vrai. D'ailleurs, c'est intéressant parce que demain, nous recevons le patron de E24 News, qui est la chaîne franco-israélienne, et nous allons l'interroger sur... Il vit à Jérusalem, et on va l'interroger sur justement ce qui se passe en Israël, puisque on donnait l'exemple israélien comme l'exemple de tout était réglé, la population a été à 60-70% vaccinée. Tout à fait. Et voilà qu'est-ce qui se passe. Merci Jacques, en tout cas. Merci. Merci à vous de m'avoir accueilli. Bonne émission, et je vous suis toujours avec la plus grande fidélité. Merci beaucoup, Jacques. On reste dans le sud avec Jean-Paul qui nous appelle de Draguignan. Bonjour, Jean-Paul. Oui, bonjour, Jean-Paul. Bonjour, André. Bonjour à tous. Et heureux de vous retrouver sur les antennes.
Voilà, je voulais évoquer le sujet de la venue d'Emmanuel Macron à Marseille. Oui. Voilà, je considère ça comme une opération de communication supplémentaire. Ah bon? Vous croyez que Emmanuel Macron pense à sa communication? Tout à fait, tout à fait. Il ne pense d'ailleurs qu'à ça, je suppose. Et parce que ce qui me surprend, c'est que notre président soit obligé ou se sente obligé de venir à Marseille comme si c'était à l'autre bout du monde. Et comme si à Paris, il n'avait pas suffisamment de relais pour savoir ce qu'il se passe à Marseille. Vous voyez? Donc il vient sûrement constater par lui-même, avec une valise pleine d'argent, certainement, afin de, à nouveau, faire des annonces et ainsi de suite. Voilà. Alors je voudrais préciser que pour moi, il n'est pas responsable de tout, hein, puisque ça fait des années que ça dure. Mais ce qui m'a fait penser à cela, c'est qu'il y a quelques jours, je me suis rendu à Marseille, et par erreur, je me suis trouvé dans un de ces quartiers dans lequel j'ai dû faire demi-tour. Et c'est exactement ce que l'on nous montre ces jours-ci à la télévision. Voilà. D'ailleurs, ça m'avait surpris quand ça m'est arrivé. On s'est retrouvé au milieu de ces personnages tout à fait sympathiques, hauts en couleur, typiquement marseillais, qui nous ont fait signe qu'on n'avait rien à foutre ici, bien sûr, et ainsi de suite. Voilà, donc tout cela est assez lamentable. La campagne électorale commence. Et on va chercher à nous endormir avec... Mais voilà. Écoutez, vous savez Jean-Paul, ça ne tient qu'à nous de ne pas nous endormir, et vous le savez très bien. Hein. Exactement. Ça ne tient qu'à chacun d'entre nous, cela. Tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est que ça fait trop longtemps que tout cela dure, M. Berkoff. Il n'est pas responsable de cette situation, mais il n'a rien fait contre cela. Il y a eu tout au long de ces années des règlements de compte à n'en plus finir dans cette ville. Et qu'ont-ils fait? Voilà. Vous évoquiez tout à l'heure le cas de cet homme qui, pour le vol d'un fromage, s'est retrouvé en prison. Et un autre qui est un élu qui a eu de la prison avec sursis alors qu'il avait volé, lui, autre chose qu'un fromage. De la manière la plus ignoble qui soit. En plus, voilà. Donc, on est toujours dans ces choses-là qui sont, comment dirais-je, lamentables pour notre pays, qui sont destructrices pour ce pays et dont on cherche toujours à minimiser les effets, à mettre la poussière sous le tapis depuis bien trop longtemps maintenant. Et tout cela doit changer, je pense, et j'espère que les Français de droite et de gauche vont se réveiller pour que écoutez, Jean-Paul, espérons-le, et en tout cas, vous êtes avec nous et nous allons continuer avec cet esprit critique essentiel. Et de gauche comme de droite, on va aller de droite à gauche de la France, puisqu'on va aller à Bordeaux avec Hugo qui nous appelle. Bonjour Hugo. Oui, bonjour Hugo. Bonjour, merci de m'accueillir sur Sud Radio. Mais vous êtes bienvenu, on vous écoute. Alors moi j'aimerais revenir un peu sur le sujet du wokisme dont on a parlé juste avant. Oui. Donc moi je suis étudiant et je suis beaucoup en contact avec cette idéologie, que ce soit à la fac ou en général dans la vie de tous les jours. Vous voulez dire que chez vous à Bordeaux, il y a cette idéologie, enfin peut-être pas florissante, mais très existante, c'est ça? C'est-à-dire que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, on peut le voir assez facilement. Ouais. Et c'est quelque chose que je trouve relativement dangereux en quelque sorte, car on dirait qu'il y a une réelle embrigadement. Un réel embrigadement des esprits les plus fragiles à dominer en fait en quelque sorte. Parce que à partir du moment où ils trouvent un coupable, ils vont essayer de s'arranger en groupe pour vraiment le descendre en flamme, plus rapidement. Sans avoir les réels faits en fait. Et quelque chose que je trouve aussi de très dangereux, c'est que ce qu'une génération tolère, la suivante l'intègre en fait. Et de plus en plus on tolère cette idéologie et ce genre d'idées qui, je pense sur le long terme, ne peuvent être que néfastes. Oui, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait tout. Et vous, c'est vrai que c'est une idéologie qui est extrêmement, enfin, à mon avis personnel, mais je crois que je suis pas le seul, assez dangereuse quand même par ce qu'elle implique. Oui,
Est-ce que vous avez des exemples concrets de choses qui vous sont arrivées à Bordeaux à la fac ? Ouais, j'en ai un assez concret. C'était la raison à la base pour laquelle j'appelais. Allez-y. Il y a une association d'étudiants qui a voulu créer en fait un journal inclusif, mais qui au final a fait tout le contraire. C'est un journal qui a été créé uniquement pour les personnes noires et à propos des noirs en général en fait. Oui. Mais vous pouviez avoir accès à ça ? On pouvait y avoir accès si on passait par quelqu'un d'autre, mais en accès direct, c'était... Non. Mais c'est un journal créé par qui ? Par l'université ? Par qui ? Une association d'étudiants. Ah d'accord, c'était d'accord. Et alors, et qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un journal, quoi. Oui, allez-y. Ça a été très, très bien accueilli par les professeurs en général. Et pas trop par les élèves qui ont trouvé que c'était une idée assez bête. On revenait au final à séparer les gens par leur race, ce qui est la définition même du racisme ou de la ségrégation. Et voilà. D'accord. Pierre Valentin, ça vous étonne pas, ça ? Non, c'est pas étonnant. En fait, il y a un rapport à la pureté dans ce mouvement qui fait que on en vient naturellement à des conclusions de ségrégation, parce que on va essayer de déblanchir un espace, donc d'enlever toute trace du mal, c'est quasiment de la théologie, et en conclusion, c'est logique qu'on ait un espace réservé aux Noirs. On voit ça ailleurs, on voit ça en Amérique. On voit l'idée de lutte en non-mixité. On va lutter sur un sujet en ne tolérant que certaines identités au sein de ce groupe. Et donc on revoit en fait sous couvert d'inclusion la division qui revient et une vraie division sur tous ces clivages ethniques, sexuels et c'est vrai que c'est étonnant, Augustin, de s'en rappeler aussi, Thibault. Il y a eu un concert récemment, il y avait un rapport qui a dit, écoutez, moi je viens au concert, mais les Blancs seront derrière, c'est-à-dire on va séparer. C'était des manifestations aussi. C'était une manifestation. Ouais, oui, et il y a eu, il y a eu un moment donné, je ne sais plus où, c'était peut-être au cours du manif, je me rappelle, ça m'avait frappé, et après, et ça n'a pas eu lieu, mais l'un des rappeurs qui devait être dedans, il a dit, écoutez, moi je fais mon concert à condition que les Blancs, quels qu'ils soient, sachent, il faut quand même qu'ils sachent qui ils seront derrière. Et mes sœurs, voilà, c'est devant, etc. C'était un festival à Paris de mémoire. C'est ça, je crois. C'est là où il faut trouver les racines de ça, notamment dans la philosophie de Jacques Derrida, qui explique que toute opposition de concept, là où il ne croit pas en la neutralité, est en réalité une subordination. C'est-à-dire que quand on oppose... Donc c'est parti de la France, hein, tout ça. Ben oui, il faut admettre... Les déconstructivistes, etc. C'est ça. Alors après, je dirais que ça a eu beaucoup plus de succès en Amérique, qui ensuite a caricaturé cette première vague de... Mais Michel Foucault, vous en parlez aussi sur Savoir et Pouvoir. Absolument. Il y a ce lien où en fait le d'où tu parles est radicalisé, parce que tout savoir, en fait le postmodernisme ne croit pas en l'idée d'un savoir objectif. Tout savoir est intéressé et est en quelque sorte incarné par quelqu'un et qui lui a des intérêts, donc il n'y a pas de savoir désintéressé. Et donc face à ça, forcément l'idée de l'identité était déjà vouée à jouer un rôle que sans doute Foucault n'avait pas anticipé. Donc sa responsabilité est sujette à débat en tout cas. Oui, mais alors c'est très intéressant parce que ce wokisme ou cette cancel culture a aussi ressuscité les identitaires. En France, enfin dans un autre, et c'est pas une question d'extrême gauche ou d'extrême droite, c'est beaucoup de gens se revendiquent aujourd'hui de l'identité française. C'est vrai. Alors qu'elle avait été complètement oubliée ou reléguée au magasin des accessoires. En fait, on est passé avec Jean-Paul Sartre notamment d'un existentialisme, je dirais assez universaliste et assez fluide et diluant. On est chacun seulement la somme de ses actes, à l'excès inverse dans certains cas, où on vient théoriser un essentialisme racial en expliquant que il faudrait, alors c'est pas ouvertement ce que disent Marcuse et Derrida, mais ensuite ils racialisent leurs propos pour leur faire dire autre chose. Lorsqu'on est face à une hiérarchie injuste, pour Marcuse par exemple, il faut la renverser et faire la même à l'envers. C'est la meilleure manière de lutter contre ça. Donc si vous avez des blancs qui oppriment des noirs, on va faire des noirs qui oppriment des blancs. Ce qui revient au même et ce qui est la exactement. Même impasse et imbécilité. Enfin, voilà, et c'est ce qui explique notamment un penseur américain très intéressant, Christopher Caldwell, dans un ouvrage paru récemment. Il explique que, en fait, ce qui a expliqué le mouvement Trump, c'est que des Américains
américains, donc au moment des droits civiques, les Américains blancs ruraux, ont dit on va accepter de jouer le jeu de l'affirmative action, donc des discriminations positives en faveur des minorités, parce qu'on va atteindre l'égalité. On est d'accord avec ça. Et lorsque Barack Obama est élu, cette partie du peuple américain se dit très bien, le président est noir, vous allez arrêter de nous embêter maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est précisément au moment de l'élection d'Obama qu'on a Black Lives Matter, ça il ne faut pas l'oublier, en 2013 et en 2014, c'est là que ça commence. Et donc on a une radicalisation au fur et à mesure que les choses vont mieux en fait sur ce plan-là. Et c'est là que du coup, je dirais les fameux WASP, les ruraux américains se disent, mais en fait on s'est fait avoir. Maintenant que vous avez l'égalité, on se rend compte que vous ne cherchez pas l'égalité. Alors je ne sais pas si c'était le cas dès le début, mais en tout cas, vous ne cherchez plus l'égalité et vous voulez mettre une hiérarchie à l'envers. Vous voulez juste la diversité ne signifie pas un pluralisme, mais signifie juste moins de blancs, moins de dominants. Eh bien écoutez, que vous soyez blanc ou noir et de n'importe quelle couleur, quelle qu'elle soit, l'avantage avec le téléphone, c'est qu'on ne vous voit pas et ça nous importe peu. Alors vous nous appelez au 0826 300 300, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Vous avez encore été très nombreux à nous appeler aujourd'hui, continuez tous les jours au 0826 300 300 et nous sommes avec Régis qui a composé ce numéro, qui nous appelle de Châtenay. Bonjour Régis. Oui, bonjour Régis. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Je suis très heureux de vous avoir en direct et je suis très heureux que vous ayez fini vos vacances parce que en réalité j'avais vraiment l'impression que comment on appelle ça, Sud Radio avait changé de politique parce que j'entendais des trucs qui étaient un peu bizarres, je trouvais. Enfin, on est là, Régis. En tout cas, on est là et comme disait MacMahon, j'y suis, j'y reste. Non, mais on va continuer le combat. J'espère bien. Dites-moi, Régis. Je vous appelais par rapport au Covid. Oui. Le premier variant, c'était bien le variant anglais. En principe, oui. Écoutez, je vais pas m'avancer. Pourquoi vous dites ça alors ? Vous avez quelque chose derrière la tête, là, Régis. Oui, toujours. Les Anglais étaient les premiers et les plus vaccinés en Europe. Oui, ça c'est vrai, oui. En Europe. Et on peut peut-être faire le lien de cause à effet. Parce que en réalité, les autres vaccins, les vaccins traditionnels, qui sont faits à partir de trucs inactivés, là, c'est avec une partie de virus vivant. Et si elle se combine avec un autre virus, on nous avait annoncé que ça allait aller en diminuant d'intensité, et on se rend compte qu'en Martinique ou en Guadeloupe, on enterre des gamins de 10 ou 12 ans. Donc l'effet n'est pas tout à fait celui qui avait été annoncé. On en est même très loin. Et on nous parle de vacciner, en ce moment c'est à plus de 12 ans, mais vous verrez... D'ici le 1er janvier l'année prochaine, ils vont descendre à plus de 3 ans. Parce que le problème, c'est bien joli de commander 94 millions d'un truc dont on ignore totalement ce que ça vaut. Mais après, il faut l'écouler. Oui, le problème, il est là. Non, il y a. Écoutez, le problème qui est posé, c'est clair qu'il y a de vraies questions à se poser là-dessus. Jusqu'à présent, on nous dit ça préserve des cas graves. C'est vrai aussi qu'il faut dire, pour être tout à fait équitable, encore une fois, de la part de quelqu'un qui n'est ni médecin, ni épidémiologue, ni etc., qu'il y a eu jusqu'à présent 3 milliards de vaccinés dans le monde, au moins, sinon 4. Bon, on n'a pas les chiffres exacts. Il n'y a pas eu non plus d'Holocauste, c'est-à-dire il n'y a pas eu des milliers de morts, enfin jusqu'ici, on l'espère, et vraiment. Après, qu'il fasse faire attention, c'est vrai, qu'il fasse faire précaution, et d'ailleurs toute une partie du corps scientifique et médical se pose des questions, et ils ont raison de les poser, et vous avez aussi, Régis, question de le poser. On ne peut pas, encore une fois, faire l'économie d'un examen très fort puisque ça touche à nos vies et à nos morts et voilà. Et à nos terrasses aussi de temps en temps. Donc. Et à nos terrasses aussi de temps en temps. Et surtout à nos terrasses. En tout cas, écoutez, vous savez, on n'arrêtera pas d'en parler. On verra ce qui va se passer et je crois que le temps est très très vite dira et va trancher effectivement entre les deux camps qui s'affrontent et il faudrait sortir de cette spirale mortifère en tout cas. Et le temps est malheureusement écoulé aujourd'hui, mais je refais un petit aparté sur ces deux ouvrages de Pierre Valentin, diplômé en philosophie et politique de l'université d'Exeter et qui a publié l'idéologie woke face au wokisme. Vous pouvez retrouver cette étude en version gratuite sur le site de la Fondapol. Alors voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Fondapol.org. Merci de nous avoir écoutés, puis on se retrouve demain pour de nombreux sujets qui vous intéressent. À demain.